En ce moment, je suis assise dans mon appartement, celui que j'ai acheté il y a 4 ans, quand j'avais 29 ans. C'est un bel endroit, bien agencé, dans un super quartier, tout ce que je voulais. J'y travaille et je me suis plutôt bien débrouillée. Alors, j'ai réussi à économiser pour cet appartement plus vite que la plupart des gens de mon âge. Quand j'ai fait ma pendaison de crémaillère à l'époque, il n'y avait que mes collègues de travail et quelques amis de la fac. Mes parents n'étaient pas là, ma sœur aînée non plus. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien, c'est une longue histoire qui remonte à environ 15 ans. Je m'appelle Audrey, au fait. J'ai 33 ans maintenant, et je suppose qu'on peut dire que j'ai réussi par mes propres moyens. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, parce que ça n'a pas été facile. Quand j'avais 14 ans, j'étais vraiment passionnée par la programmation. Je veux dire vraiment passionnée. Je passais le plus clair de mon temps à coder, à participer à des concours nationaux de programmation. Et je gagnais même des prix. J'étais douée pour ça et je savais que je voulais en faire ma carrière. J'ai donc postulé dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur, y compris le plus prestigieux dans mon domaine. Les réponses sont arrivées et j'avais le choix. Quelques écoles m'ont offert des bourses complètes, ce qui était incroyable. Mais l'école où je voulais vraiment aller, la meilleure, ne m'a offert qu'une bourse partielle couvrant 70% des frais. Les 30% restants représentaient encore une somme énorme que je n'avais pas. Je me suis dit que mes parents m'aideraient. C'est ce que font les parents, non? Ils soutiennent l'éducation de leurs enfants, surtout quand l'enfant réussit bien et a une réelle chance d'avoir un avenir brillant. Alors, j'ai abordé le sujet lors d'un dîner de famille. Il y avait moi, mes parents et ma sœur aînée, Sarah, qui a 7 ans de plus que moi. Elle était là avec son fils de 2 ans et son mari. Ils vivaient dans un appartement en location à l'époque, séparés de mes parents. J'ai expliqué la situation à tout le monde. Je leur ai parlé des offres de bourse et de mon désir d'intégrer cette école en particulier. J'ai dit « J'aurais besoin d'aide pour les frais restants ». La réaction que j'ai reçue n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Ma mère m'a regardée et a dit « Audrey, tu es assez intelligente pour te débrouiller toute seule ». Mon père a hoché la tête et a ajouté « Tu n'as pas participé à tous ces concours pour rien, n'est-ce pas? Si tu es vraiment si intelligente, tu devrais postuler pour une bourse complète ailleurs. » J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'étaient mes parents, et ils me disaient en gros que j'étais seule. Mais je me suis souvenue de quelque chose. Quelques années plus tôt, mon grand-père était décédé et il avait laissé de l'argent à ma mère spécifiquement pour mon éducation. Je le savais parce que j'avais surpris des conversations à ce sujet. « Attendez, » j'ai dit. « Est-ce que grand-père n'a pas laissé d'argent pour mes études? Je sais qu'il l'a fait. » Le visage de ma mère est devenu glacial. Nous avons décidé d'utiliser cet argent comme apport pour que Sarah et sa famille puissent acheter un appartement. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Mais c'était mon argent. Grand-père l'a laissé spécifiquement pour mes études. Mon père a frappé la table de sa main. La conversation est terminée, Audrey. C'est à ce moment-là que ma sœur Sarah a souri. Ce sourire suffisant, satisfait, que je n'oublierai jamais. Tu as toujours pensé que tu étais la plus intelligente de la famille, Audrey. C'est ta chance de le prouver en entrant à l'école sans un sou. Et puis, ils ont tous ri. Mes parents, ma sœur, même son mari a gloussé. Ils se moquèrent de moi, de mes rêves, de ma situation. C'était comme s'ils trouvaient drôle que je sois en difficulté. À ce moment-là, tout est devenu clair pour moi. J'avais toujours su que j'étais la seconde dans cette famille. Sarah avait toujours été la favorite, celle qui obtenait tout ce qu'elle voulait, celle qui était soutenue quoi qu'il arrive. Et moi, j'étais juste là, l'intelligente qui était censée tout régler par elle-même. J'avais su cela toute ma vie, mais je suppose que j'avais espéré que les choses seraient différentes quand ça compterait vraiment. Mais non, rien n'allait changer. Jamais. Alors, j'ai pris une décision. Là, à cette table, j'allais partir ce soir-là. J'ai appelé ma tante, la sœur de ma mère, et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle jusqu'à ce que je règle ma situation universitaire. Elle a dit oui immédiatement, sans poser de questions. Elle avait toujours été gentille avec moi, et je pense qu'elle comprenait comment était ma famille. Le lendemain, j'ai fait mes valises et je suis partie. Je n'ai dit au revoir à personne. J'ai juste laissé un mot disant que j'allais chez ma tante. La réponse de ma mère est arrivée ce soir-là par SMS. « Bien,
C'était tout. Juste bien. Pas de « tu vas nous manquer » ou « prends soin de toi » ou quoi que ce soit du genre. Juste la confirmation que j'étais partie. J'ai fini par m'inscrire dans une université d'une région voisine qui m'offrait une bourse complète, ainsi qu'un logement payé en résidence universitaire. Ce n'était pas la prestigieuse école dont je rêvais, mais c'était assez bien et c'était entièrement gratuit. Pendant mes études, je faisais des petits boulots pour avoir de l'argent de poche. Ma tante m'aidait parfois, m'envoyant de l'argent quand j'en avais besoin. Elle était le seul membre de ma famille qui se souciait de mon bien-être. Mes parents, eux, m'envoyaient des messages pour mon anniversaire et les fêtes, mais ils ne m'invitaient jamais aux réunions de famille. Je passais Noël avec ma tante. C'était mieux ainsi. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retournée dans ma ville natale pour être plus proche de ma tante. J'ai trouvé un emploi dans une société de logiciels qui travaille avec de grandes entreprises technologiques. Je travaillais à distance, je gagnais bien ma vie et je recevais des primes pour les programmes que je créais et vendais. À 29 ans, j'avais économisé assez pour acheter cet appartement. C'était comme la plus grande réussite de ma vie, non seulement parce que je possédais un bien immobilier, mais parce que je l'avais fait entièrement seule, sans aucune aide des personnes qui étaient censées me soutenir. Et cela nous ramène à aujourd'hui. J'ai 33 ans, j'ai réussi, je suis indépendante, et je n'ai pas parlé à ma famille depuis des années, à l'exception de ces brefs messages de vœux. Du moins, c'était le cas jusqu'à hier, quand j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Je travaillais sur mon ordinateur quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas aux appels inconnus, mais celui-ci n'arrêtait pas de rappeler. Après la 3e fois, je me suis dit que c'était peut-être important. « Allô Audrey, c'est ta mère. » J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, à l'exception de ces brefs appels de vœux. « Comment as-tu eu ce numéro? » « Je l'ai eu par ta tante. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Peux-tu venir à la maison? » Je n'avais vraiment pas envie de les voir, mais j'étais curieuse. Après 15 ans à m'ignorer pratiquement, qu'est-ce qui pouvait être si important pour qu'ils me contactent? D'accord. Quand? Ce samedi serait bien. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé ma tante. As-tu donné mon numéro de téléphone à ma mère? Oui, ma chérie. Elle est venue me voir et me l'a demandé. Elle semblait contrariée par quelque chose. J'ai pensé qu'il était peut-être temps pour vous tous de parler. Samedi est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Elle avait la même apparence que toujours. Quand je suis entrée, j'ai vu mes parents et un jeune homme que je reconnaissais à peine. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était mon neveu, le fils de Sarah. Il avait 18 ans maintenant, grand et mince avec des cheveux noirs comme sa mère. « Où est Sarah? » ai-je demandé. Le visage de ma mère s'est assombri. « C'est en partie pour ça que nous t'avons appelé. » J'ai fait le tour de la maison, j'ai regardé mon ancienne chambre à l'étage. Tout était différent maintenant. Les affaires de Sarah étaient partout. Elle avait clairement vécu ici. « Alors, que se passe-t-il? » ai-je demandé en redescendant. Mon père s'est raclé la gorge. Sarah a divorcé de son mari il y a 3 ans. Ils ont vendu leur appartement et ont partagé l'argent. Sarah et son fils sont revenus vivre avec nous. Ma mère a enchaîné. Nous allions utiliser l'argent de la vente de l'appartement pour payer ses études. Il veut aller au MIT pour la programmation, tout comme toi avec les ordinateurs. J'ai regardé mon neveu. Il me fixait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Pas amicale, mais pas hostile non plus. Juste évaluatrice. Mais il y a 1 mois, a continué mon père, Sarah a rencontré un homme sur Internet. Elle s'est enfuie avec lui et a pris tout l'argent du compte. Elle a laissé son fils ici avec nous. Je n'étais pas surprise. Sarah avait toujours été impulsive et égoïste. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu es sa tante, a dit ma mère. Il a besoin d'aide pour payer ses études. Le MIT coûte cher et maintenant il n'a plus l'argent. Tu as de l'argent, toi, a ajouté mon père. Tu as réussi. Tu peux te permettre de l'aider. J'ai de nouveau regardé mon neveu. J'ai essayé de ressentir quelque chose, un lien familial, une envie d'aider, mais je n'ai rien ressenti. Je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. Pour moi, il n'était qu'un étranger qui partageait un peu de mon ADN. Non, ai-je dit simplement, je ne paierai pas pour ses études. C'est la responsabilité de ses parents,
de Sarah et de son ex-mari, pas la mienne. Le visage de ma mère est devenu rouge. Comment peux-tu être si sans cœur? C'est la famille. C'est alors que je me suis souvenu de leurs mots exacts de ce dîner, 15 ans plus tôt. J'ai souri froidement. S'il est si intelligent, il devrait se débrouiller tout seul. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit? Mon père s'est levé. C'est différent. Tu as toujours été l'intelligente. Tu pouvais le gérer, lui non. Il postule au MIT, n'est-ce pas? Ça a l'air plutôt intelligent pour moi. Je me suis tournée vers mon neveu. Écoute, tu peux obtenir une bourse complète ailleurs. Peut-être pas aussi prestigieux que le MIT, mais j'ai bâti ma carrière sans aller dans une grande école. Tu peux le faire aussi. Le gamin m'a regardé avec un mépris pur. Il n'a rien dit, il m'a juste jeté ce regard comme si j'étais de la saleté sur sa chaussure. J'ai terminé ici, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Audrey, attends, a crié ma mère derrière moi. Mais je partais déjà. Je pouvais les entendre crier derrière moi, mais je m'en fichais. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Les appels et les messages ont commencé ce soir-là. Mes parents me traitant d'irresponsable, de sans-cœur, d'égoïste. Ils disaient que je devais agir comme une adulte responsable et aider la famille dans le besoin. J'ai ri en lisant ça. Une adulte responsable. Où étaient les adultes responsables quand j'avais besoin d'aide à 18 ans? Où étaient-ils quand je faisais des petits boulots pour acheter des manuels scolaires? J'ai bloqué leur numéro et j'ai continué ma vie. Je suis allée au travail. J'ai rendu visite à ma tante. J'ai profité de mon existence tranquille et sans drame. Ma tante et moi avons parlé de ce qui s'était passé. « Je pense que tu as bien fait », a-t-elle dit. « Ils ne t'ont jamais aidé quand tu en avais besoin. » Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils pensent que je leur dois quoi que ce soit. Ils ont clairement indiqué il y a 15 ans que j'étais seule. Certaines personnes ne se souviennent que de ce qui les arrange, a dit ma tante. 2 semaines plus tard, je travaillais à la maison quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le judas et j'ai vu 2 policiers. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai ouvert la porte. « Êtes-vous Audrey Clerc ?»« Oui. Nous devons vous poser quelques questions concernant un vol. Vos parents ont déposé une plainte indiquant que 5 000 € ont été volés à leur domicile. Ils les gardèrent dans une boîte à l'étage. Le vol a eu lieu après votre récente visite. J'ai eu l'impression que le monde tournait. Je n'ai pris aucun argent. Je n'ai pas besoin de leur argent. Je gagne très bien ma vie toute seule. Nous avons reçu un renseignement anonyme selon lequel vous auriez pris l'argent et qu'il serait caché dans votre voiture. C'est impossible. Vous pouvez fouiller ma voiture si vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes descendus au parking. J'ai ouvert les portières de ma voiture et le coffre. Le policier a cherché attentivement, puis l'un d'eux a atteint sous ma banquette arrière et a sorti un sac en plastique contenant de l'argent bien emballé. « Ce n'est pas à moi », ai-je dit, fixant le sac avec stupeur. « Je n'ai jamais vu ça avant. Vous allez devoir nous accompagner au poste. » Au poste de police, j'ai tout expliqué. Je leur ai parlé du conflit familial, de mon refus de payer les études de mon neveu, des années de brouille. J'ai dit que je n'avais aucune raison de voler de l'argent à des gens à qui je parlais à peine. Les policiers semblaient me croire. Je n'avais pas de casier judiciaire et mon histoire était cohérente. Ils m'ont laissé partir, mais m'ont dit de ne pas quitter la ville. J'ai immédiatement essayé d'appeler ma mère en débloquant son numéro. « Tu es une voleuse », m'a-t-elle hurlé. « Maintenant je sais comment tu gagnes vraiment ton argent, en volant les autres. » Elle m'a raccroché au nez. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, ma voiture étant toujours retenue comme preuve. De retour à mon appartement, je me suis souvenu de quelque chose d'important. J'avais installé une dashcam dans ma voiture il y a quelques mois, une qui enregistrait à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. J'ai accédé aux enregistrements en ligne et j'ai parcouru les derniers jours, et c'était là, clair comme le jour. Il y a 3 jours, quelqu'un était entré dans ma voiture et avait placé quelque chose sous la banquette arrière. C'était mon neveu. Je fixais l'écran de l'ordinateur, regardant mon neveu s'introduire dans ma voiture. La vidéo était d'une clarté cristalline. Il a utilisé une sorte d'appareil électronique pour désactiver l'alarme et déverrouiller les portes.
Puis, il a rapidement glissé le sac d'argent sous ma banquette arrière et est parti. J'ai immédiatement appelé un taxi pour retourner au poste de police. J'ai apporté mon ordinateur portable avec les images de la dashcam. « Messieurs les agents, j'ai des preuves qui vont éclaircir tout ça », ai-je dit en arrivant. Je leur ai montré la vidéo. Ils l'ont regardée 2 fois, examinant chaque détail. « Eh bien, c'est assez clair », a dit l'un d'eux. « Le gamin a manifestement placé l'argent pour vous piéger. Toutes les charges contre vous sont abandonnées. Nous allons avoir une conversation avec votre neveu. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons l'amener pour interrogatoire. C'est un délit grave. Fausse déclaration à la police, tentative de piéger quelqu'un, vol chez ses propres grands-parents. Il a 18 ans, donc il sera jugé comme un majeur. » J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'être innocenté, mais tristesse que les choses en soient arrivées là. Le lendemain, j'ai reçu un appel me demandant de revenir au poste. Quand je suis arrivée, mon neveu était assis sur une chaise, l'air misérable. Fini le regard méprisant qu'il m'avait lancé chez mes parents. Maintenant, il ressemblait juste à un gamin effrayé. « Dites-lui ce que vous nous avez dit », a dit l'un des policiers. Mon neveu a levé les yeux vers moi. « J'ai construit un appareil qui peut pirater les systèmes de sécurité des voitures. Je l'ai utilisé pour entrer dans votre voiture et placer l'argent. »« Pourquoi ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. « Parce que vous ne vouliez pas m'aider à aller à l'université. J'ai pensé que si je vous mettais dans le pétrin, peut-être que vous changeriez d'avis. Ou peut-être que mes grands-parents verraient de quel genre de personne vous êtes vraiment. » J'ai secoué la tête. « Alors, tu as volé de l'argent à tes propres grands-parents et tu as essayé de me faire accuser à ta place? J'allais le rendre après que vous soyez arrêté, » dit-il doucement. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu as commis plusieurs délits. » Juste à ce moment-là, mes parents ont fait irruption dans le poste de police. Ma mère pleurait. Mon père avait l'air paniqué. « S'il te plaît, ne porte pas plainte, » a supplié ma mère. « Ce n'est qu'un enfant. » Il a agi sous le coup de l'émotion. « Il a 18 ans, » ai-je dit. « C'est un adulte et il est clairement assez intelligent pour construire des appareils électroniques capables de forcer des voitures. Il savait exactement ce qu'il faisait. » Mon père m'a attrapé le bras. « Audrey, s'il te plaît, c'est la famille. Il a fait une erreur. » « Une erreur ?» J'ai retiré mon bras. « Il a systématiquement planifié de détruire ma vie. Il vous a volé, a menti à la police et a essayé de me faire arrêter. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. » Ma mère est tombée à genoux. « Je t'en supplie, ne gâche pas son avenir pour ça. » Je les ai tous regardés. Ma mère en larmes, mon père désespéré, mon neveu, qui ne pouvait même plus me regarder. J'ai pensé à ce qu'il m'avait fait il y a 15 ans. Comment il m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Mais j'ai aussi pensé au genre de personne que je voulais être. Est-ce que je voulais être comme eux, cruelle et vindicative? Ou est-ce que je voulais être meilleure? Je ne porterai pas plainte, ai-je dit finalement. Mes parents semblaient soulagés, mais je n'avais pas fini. Mais je veux que quelque chose soit très clair. Je coupe officiellement tout contact avec cette famille. Je ne veux plus jamais entendre parler de l'un d'entre vous. Si vous essayez de me contacter, si vous vous présentez à mon appartement, si vous m'impliquez dans vos problèmes de quelque manière que ce soit, je changerai d'avis sur le fait de porter plainte. Vous comprenez? Mon père a hoché la tête rapidement. Ma mère pleurait toujours. Je me suis tournée vers mon neveu. « Et toi, reste loin de moi. Je ne te connais pas. Je ne veux pas te connaître. Et si jamais tu t'approches de moi à nouveau, j'appellerai la police immédiatement. » Je suis sortie du poste et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Je me sentais vide, épuisée. C'était fini, mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais juste fatiguée. Pendant les semaines qui ont suivi, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. C'était paisible. J'ai repris ma routine normale. Travailler, rendre visite à ma tante, profiter de ma vie tranquille. Puis un jour, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux. C'était de Sarah. « Tu es une garce cruelle et sans cœur. Mon fils aurait pu aller au MIT et faire quelque chose de sa vie. Mais tu as détruit son avenir parce que tu es trop égoïste pour aider la famille. Tu es une ingrate qui se croit meilleure que tout le monde. » J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai répondu. «
Ton fils a essayé de me faire accuser de vol parce que je ne voulais pas payer pour ses études. Et tu m'appelles ingrate? Toi, tu es une voleuse qui a volé l'argent de son propre enfant pour s'enfuir avec un homme quelconque rencontré en ligne. Au moins, j'ai gagné mon argent honnêtement. Elle m'a bloqué immédiatement après ça. J'ai montré la conversation à ma tante quand je lui ai rendu visite. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait eu le culot de te contacter après ce que son fils a fait, a dit ma tante. Elle est comme les autres. Ils pensent que le monde leur doit quelque chose. Est-ce que tu es en paix avec la façon dont tout s'est terminé? J'y ai réfléchi. Oui, je crois que oui. J'en ai fini avec eux. Je leur ai donné une chance d'être des gens corrects. Et ils m'ont montré exactement qui ils sont. Je suis mieux sans eux. Ma tante m'a serré la main. Tu l'es. Tu as toujours été meilleur qu'eux. Ce soir-là, assise dans mon appartement, mon bel appartement que j'avais acheté avec mon propre argent, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Je n'avais plus à m'inquiéter des drames familiaux. Je n'avais plus à me demander s'ils appelleraient pour demander de l'argent ou des faveurs. Je n'avais plus à porter la blessure et la colère d'il y a 15 ans. J'étais libre. J'ai pensé à mon neveu et à la question de savoir s'il finirait par aller à l'université. Une partie de moi espérait que oui, mais pas à mes frais. Une partie de moi espérait qu'il avait appris quelque chose de tout ce gâchis, mais surtout, j'espérais juste qu'il resterait loin de moi. Cela fait 3 mois que tout est arrivé avec ma famille. Et je peux honnêtement dire que ce sont les 3 meilleurs mois de ma vie depuis des années. Pas de drame, pas de culpabilisation, pas d'appel téléphonique inattendu demandant de l'argent ou des faveurs. Je me suis jetée dans mon travail plus que jamais. L'entreprise de logiciels pour laquelle je travaille vient de signer un énorme contrat avec un géant de la technologie et je dirige l'équipe de développement pour leur nouveau protocole de sécurité. L'ironie ne m'échappe pas. Je conçois des systèmes pour prévenir exactement le genre d'effraction électronique que mon neveu a commise sur ma voiture. Mon patron m'a prise à part la semaine dernière pour me dire que j'étais pressentie pour une promotion. Architecte logiciel senior avec une augmentation de salaire de 40%. J'ai bossé comme une dingue pour ça et c'est incroyable d'être reconnue pour mes compétences réelles au lieu d'être jugée pour ce que je ne veux pas faire pour des gens qui ne m'ont jamais soutenue. Ma tante et moi passons plus de temps ensemble. Elle a été comme une vraie mère pour moi et j'ai réalisé à quel point j'apprécie d'avoir au moins un membre de la famille qui se soucie réellement de mon bien-être. Nous sortons dîner chaque semaine et elle me demande toujours des nouvelles de mon travail, de ma vie, de mon bonheur, pas de ce que je peux faire pour les autres. « Tu as l'air différente », m'a-t-elle dit dimanche dernier pendant un brunch. Plus légère, en quelque sorte. Elle avait raison, je me sens plus légère. C'est comme si j'avais porté ce lourd sac à dos rempli de culpabilité et d'obligations pendant 15 ans, et que j'avais enfin pu le poser. J'ai beaucoup pensé à mon neveu ces derniers temps, plus avec colère, mais avec quelque chose qui ressemble à de la pitié. Il est clairement intelligent. Construire un appareil capable de pirater les systèmes de sécurité des voitures n'est pas à la portée de n'importe qui. Mais il a utilisé cette intelligence pour essayer de détruire la vie de quelqu'un au lieu de construire son propre avenir. Je me suis surprise à me demander s'il avait finalement réussi à aller à l'université. Il y a quelques semaines, la curiosité l'a emporté et j'ai fait quelques recherches sur Internet. J'ai découvert qu'il s'était finalement inscrit à l'université publique, à environ 1 heure de chez mes parents. Pas le MIT, mais c'est une bonne école avec un bon programme d'informatique. Il bénéficie probablement d'une aide financière, car mes parents n'ont certainement pas l'argent pour payer ses études. Une partie de moi est triste qu'il n'ait pas pu aller à l'école de ses rêves. Mais ensuite, je me souviens de ce qu'il m'a fait, et je me rappelle que les actions ont des conséquences. Il a fait ses choix. J'ai aussi appris par ma tante que Sarah était revenue. Apparemment, son petit ami d'Internet l'a larguée après qu'elle se soit retrouvée sans argent, et elle s'est présentée chez mes parents, fauchée et désespérée. Ma tante a appris cela d'une voisine qui a vu toute la scène dramatique à l'arrivée de Sarah. D'après ce que j'ai compris, mes parents l'ont reprise. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Sarah a toujours été l'enfant prodige. Quoi qu'elle fasse, elle peut voler son propre fils, l'abandonner, dilapider l'argent de ses études avec un type quelconque et être quand même accueillie à bras ouverts. Avant, j'étais en colère contre ce 2 poids, 2 mesures.
Maintenant, j'ai juste pitié d'eux tous. Ils sont coincés dans ce cycle toxique et ils ne semblent pas pouvoir s'en libérer. Ma vie professionnelle se passe si bien que j'envisage de créer ma propre entreprise de conseil. J'ai assez d'argent de côté, beaucoup de contacts dans le secteur. Et honnêtement, j'en ai marre de travailler pour les autres. Je veux construire quelque chose qui m'appartienne entièrement. Je dessine des plans d'affaires pendant mon temps libre. Je pourrais me spécialiser dans la cybersécurité pour les petites entreprises. Il y a un énorme marché pour ça. Et après tout ce qui s'est passé avec mon neveu, je suis encore plus passionnée par l'idée d'aider les gens à se protéger contre les crimes électroniques. Ma vie amoureuse a aussi repris. J'ai rencontré un homme nommé Marc lors d'une conférence technologique le mois dernier. Il est ingénieur logiciel dans une start-up et il a cette personnalité calme et stable que je trouve vraiment attirante. Nous sommes sortis quelques fois et il n'a rien à voir avec le chaos dramatique de ma famille. Quand je lui ai parlé de ma rupture de contact avec mes parents et ma sœur, il n'a pas essayé de me convaincre de me réconcilier ou de me dire que la famille, c'est tout. Il a juste dit « ça a dû être très difficile, mais on dirait que tu as pris la bonne décision pour toi ». C'est là que j'ai su qu'il me plaisait. Il comprend. Il comprend que parfois, s'éloigner est la chose la plus saine que l'on puisse faire. Je dors mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Fini l'anxiété de savoir ce que ma famille pourrait vouloir de moi ensuite. Fini la culpabilité de ne pas être la fille, la sœur ou la tante parfaite. Fini de me demander si je devrais tendre la main ou essayer de réparer les choses. J'ai fini d'essayer de réparer des choses qu'il n'a jamais été de ma responsabilité de réparer. Parfois, je me demande si mon neveu a appris quelque chose de ce qui s'est passé. J'espère que oui. J'espère qu'il réalise qu'essayer de détruire les autres ne construira pas son propre succès. J'espère qu'il se concentre sur ses études et qu'il fait quelque chose de bien de sa vie. Mais surtout, j'espère juste qu'il reste loin de moi. Je suis aussi allée en thérapie, non pas parce que je m'effondre ou quoi que ce soit, mais parce que je voulais digérer tout ce qui s'est passé et m'assurer que j'avance de manière saine. Ma thérapeute dit que je fais preuve d'une résilience et d'une conscience de soi remarquable. Vous vous êtes essentiellement élevée toute seule, m'a-t-elle dit. Vous avez compris comment réussir, comment être indépendante, comment fixer des limites. Ce n'est pas facile quand on n'a pas de bon modèle. Elle a raison, je me suis élevée toute seule. Je me suis appris à quoi ressemblent des relations saines, ce que sont les limites, ce que je mérite des gens dans ma vie. Il m'a fallu 33 ans pour le comprendre pleinement, mais j'y suis arrivée. Je suis fière de là où j'en suis maintenant. Je suis fière de l'appartement que j'ai acheté, de la carrière que j'ai bâtie, de la vie que je me suis créée. Je suis fière d'avoir fui la toxicité au lieu de la cautionner. Je suis fière d'avoir choisi ma propre paix plutôt que leur drame. Mais surtout, je suis fière d'avoir brisé le cycle. Je ne suis pas comme eux. Je n'utilise pas les gens. Je ne les manipule pas. Je n'attends pas d'eux qu'ils résolvent mes problèmes à ma place. Je prends soin de moi. Je travaille dur. Et je traite les gens avec respect. C'est la différence entre moi et ma famille. Eux, ils prennent. Moi, je donne. Eux, ils blâment. Moi, j'assume mes responsabilités. Eux, ils exigent. Moi, je mérite. Je suis enfin libérée de tout ça. Et je ne reviendrai jamais en arrière. En regardant vers l'avenir, je ne vois que des possibilités. Ma carrière décolle. Je construis des relations significatives. Je suis en bonne santé, heureuse et en sécurité. Je n'ai pas besoin de leur approbation ou de leur présence dans ma vie. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je l'ai construit toute seule. Fin de l'histoire.